Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'information sur ESAE Télévision. Dans un instant, les titres du journal. L'ENEAM, dorénavant une école bilingue, c'est du moins l'essentiel à retenir de lancement solennel de la rentrée universitaire 2016-2017 à l'École nationale d'économie appliquée de management ENEAM. La cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire de l'année 2016 du comité consultatif paritaire de la fonction publique s'est ouverte ce matin à l'Infosec de Cotonou. Le lancement du premier service de transfert d'argent via guichet automatique GAB de la Banque Atlantique a eu lieu ce matin. Vous aurez plus de détails dans le développement. L'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM a procédé ce jour au lancement solennel de la rentrée universitaire 2016-2017. L'occasion a été pour l'équipe dirigeante de rendre officiel l'ENEAM comme une école bilingue. Les temps forts de ce moment avec Tatiana Akpade et Mounir Dorego. Vous ouvrez ainsi de nombreuses perspectives heureuses pour l'ENEAM. C'est donc fort de cet espoir que représentent ces perspectives qu'au nom de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et en mon nom propre, que je déclare lancer la rentrée solennelle de l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM. C'est ainsi qu'est lancée solennellement la rentrée académique 2016-2017 à tous les étudiants de l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM. Ayant pris les rênes de l'ENEAM le 12 février 2016, la directrice de la dite école relève l'importance de la langue anglaise. En ce 21e siècle, où le savoir se démocratise de plus en plus, où les distances se réduisent entre les pays, la maîtrise de la langue anglaise devient une nécessité absolue, non seulement dans les relations internationales, mais aussi dans l'acquisition, la transmission et la diffusion du savoir. L'École nationale appliquée et de management devient une école bilingue, pratiquant à la fois les langues françaises et anglaises. Entrée désormais dans le système licence master doctorat est devenue une école bilingue, l'ENEAM est toujours sous la tutelle de l'université d'Abomey-Calavi. Depuis sa création, l'ENEAM a su forger une réelle identité et un fort sentiment d'appartenance à la classe des grandes écoles de gestion de la sous-région. Cette rentrée sera l'occasion de présenter la nouvelle vision de l'ENEAM, sans oublier le nouveau système de formation licence master doctorat, appelé habituellement LMD, et le bilinguisme. La mise en œuvre de cette réforme a nécessité la signature d'un accord de partenariat avec le Centre béninois des langues étrangères CBRE. Cet événement, qui est une première dans l'histoire de cette école universitaire, a connu la présence des parents d'étudiants, d'un parterre de personnalités et du directeur adjoint de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour la mise en œuvre d'une grande partie du programme d'action 2016-2021 du gouvernement, le bilinguisme est aujourd'hui un outil essentiel pour le développement économique du Bénin en raison de sa proximité avec le grand voisin de l'Est, qu'est le Nigeria, et en raison des accords de coopération avec plusieurs universités de la sous-région ouest-africaine. Grâce au bilinguisme, l'ENEAM ambitionne d'être le centre d'accueil le mieux indiqué pour les étudiants du Nigeria, du Ghana et de bien d'autres pays anglophones de l'Afrique. Les portes de l'ENEAM sont désormais ouvertes pour le compte de cette année académique. On reste avec Tatiana Akpade et Mounir Dorego pour la Confédération générale des travailleurs CGTB qui connaît depuis quelques jours un nouveau secrétaire général. Quelle serait la feuille de route de ce dernier durant son mandat? Élément de réponse dans cet extrait que nous propose la rédaction. On retiendra simplement qu'il y a deux repères essentiels qui vont guider nos actions. Le premier repère, c'est le sacerdoce. Le second repère, c'est la recherche du mieux-être des travailleurs, quoi que cela nous coûte. Alors donc, à travers ces deux repères, il y a donc une batterie de services que nous devions apporter à la classe ouvrière, que ce soit nos affiliés ou même ceux qui ne sont pas affiliés à la Confédération générale des travailleurs du Bénin, mais aussi et surtout, c'est d'avoir une veille citoyenne qui permette que
les militants puissent être très mobilisés pour aller contre, disons, les dérives que le gouvernement serait amené à commettre. Il est évident qu'il y a un cadre national de concertation et de dialogue avec le gouvernement. Nous nous inscrivons dans ce cadre également, mais nous travaillerons beaucoup plus à faire en sorte que nos militants soient très outillés pour que le style syndical qui veut qu'on privilégie le dialogue et qu'on travaille pour que la nation tout entière ait les bénéfices de la richesse nationale, que ce style-là prévale sur tout et que nous puissions apporter une autre manière de faire. Je sais que vous êtes intéressé de savoir si le travail se fera comme Pascal Todinou. Vous savez que le doyen Pascal Todinou, il est Pascal Todinou, il est lui-même, et Mohamed Assirou Bachabi, je serai moi-même. Il est évident que j'ai coutume de dire qu'on ne remplace pas un homme, on lui succède. Donc nous allons juste succéder à Pascal Todinou et nous ferons le travail selon les règles de l'art sans trop chercher à lui ressembler. Parce que ça va être une erreur que de chercher à lui ressembler. Il est unique en son genre, il a fait ce qu'il a pu faire pour la classe ouvrière. Nous aussi, nous devons écrire notre page. L'important, c'est d'implorer l'Éternel, d'être avec nous, de nous apporter l'éclairage qu'il faut pour que nous puissions conduire à bon port l'organisation. Il est évident que nous mettons ça sous le signe de la combativité et surtout de la rigueur dans l'argumentation et dans la rigueur également dans la négociation avec le gouvernement. Ce que nous devons faire désormais à partir de maintenant, il ne faut pas que les centrales soient, disons, un clivage. Il faut que la classe ouvrière soit unie et que les centrales ne constituent que des relais de leur engagement. Donc on va prier beaucoup pour qu'il y ait une unité d'action syndicale, pour que l'ensemble de la classe ouvrière se sente concernée par ce que nous faisons et que nos entités respectives ne soient pas vraiment des cloisons qui empêchent de faire prospérer les revendications des travailleurs. Donc il s'agira pour l'ensemble des travailleurs de mieux s'approprier de leurs droits et devoirs et de faire en sorte que le rôle historique qui lui est dévolu en ce qui concerne les progrès que nous devons réaliser sur le plan social, que ce rôle-là, il puisse l'assumer avec dignité et honneur. Réparer une injustice concernant les droits acquis des contrôleurs est le souhait de Paul Esseïko lors du comité consultatif paritaire de la fonction publique. La dite rencontre a eu lieu en présence des représentants des cadres du ministère. La cérémonie d'ouverture de la rencontre de la commission paritaire de la fonction publique s'est tenue ce mercredi 28 décembre à l'Infosec en présence des partenaires et cadres du ministère. Paul Esseïko, secrétaire général des travailleurs, invite les acteurs à satisfaire la revendication des contrôleurs. Nous pouvons peut-être dire Alléluia, puisque enfin nous tenons une session maintenant. Généralement, on nous parle du budget, on nous dit qu'il n'y a pas de sous, et il faut courir. Et paraît-il que ceux qui doivent en bénéficier pour que leur test soit revu ou bien soit étudié et mis en conformité avec la légalité, c'est eux qui doivent aller chercher l'argent pour que la commission paritaire tienne. Est-ce que cela n'est pas prévu? Le nombre de sessions que nous devons faire, est-ce qu'on n'a pas oublié de le prévoir dans le budget? Afin qu'on ne passe pas cette année-ci à rechercher des sponsors, ainsi de suite. C'est le premier problème qui est le nôtre. À cet effet, David Vidéhouenou, directeur de cabinet de la ministre du Travail, a rappelé les multiples défis qui vont de pair avec la gestion rationnelle des finances de l'État et de celle des collectivités locales. Il s'agira désormais pour le contrôle financier de procéder à l'identification et la prévention des risques budgétaires ainsi qu'à l'analyse des facteurs explicatifs de la dépense et du coût des politiques publiques, de vérifier la sincérité des prévisions des dépenses publiques
de contrôler le document annuel de programmation budgétaire initiale des ministères et institutions de l'État, les documents prévisionnels de gestion, ainsi que les projets dates d'affectation de crédits d'engagement de dépenses. D'examiner les comptes rendus d'utilisation des crédits et des emplois. Les avis et recommandations des membres du comité consultatif paritaire et des experts permettront d'améliorer les tests soumis et ensuite redonner au contrôle financier les moyens d'accomplir ses attributions et missions. La Banque Atlantique a procédé ce mercredi 28 décembre au lancement du premier service de transfert d'argent via guichet automatique GAB. Ce service est accessible dans tous les pays de la zone UEMOA. Plus de détails dans cet extrait. Le transfert d'argent à partir de nos guichets automatiques de banque, nous avons jugé nécessaire de communiquer et de communiquer largement, tout comme nous vous le décrirons très prochainement, autour donc de ce nouveau concept. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais quand même, en quelques mots rapides et quelques slides, vous présenter la Banque Atlantique Bénin et le groupe auquel elle appartient. Alors, ce qu'il faut savoir, je disais tantôt que la Banque Atlantique Bénin, ça fait 11 ans que nous sommes installés au Bénin. Nous avons précisément ouvert nos portes à la clientèle le 3 août 2005. Alors, Banque Atlantique Bénin appartient à un groupe. Donc, nous avons une holding qui contrôle 8 banques situées dans les 8 pays de l'UEMOA. Et cette holding a pour nom ABI, qui est donc le sigle de Atlantic Business International. Le siège de cette holding est situé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette offre et cette communication est adressée à qui? Et donc, cette communication est adressée aux clients de la Banque Atlantique, des 8 pays de l'UEMOA, les clients des autres banques et bien entendu pour le retrait, les clients Banque Atlantique, autres banques et clients non bancarisés. À présent, le monde en bref, c'est avec Scholastic Azuma. Au Nigeria, l'armée nigériane a annoncé avoir pris le contrôle de la forêt de Sambisa, un bastion du groupe terroriste Boko Haram dans le pays. Une opération de grande envergure qui a débuté près d'1 an et qui s'est soldée par la chute du fief du leader de la secte islamique Abubakar Shekau, une ancienne base de l'armée nigériane. Il s'agit d'une victoire hautement symbolique, mais les conséquences de cette victoire pourrait être décisive dans la lutte contre le groupe terroriste. On croit le colonel Sani Ousmane qui appelle à la prudence. En Mauritanie, visite ce jour du Premier ministre marocain Abdelillah Benkiran en Mauritanie. Une visite officielle censée relancer les relations entre les deux pays par une série de polémiques. La dernière en date, un propos tenu samedi par un responsable politique considérant que la Mauritanie était marocaine dans le passé. C'est dans la ville de Zouira qu'Abdelillah Benkiran rencontrera le président mauritanien Mohamed Abdel Aziz. Le Maroc, qui prépare activement son retour à l'Union africaine, tente aussi peut-être de rallier la Mauritanie hésitante à sa cause. La mission ne paraît pas facile. En Argentine, inculpation de l'ancienne présidente péroniste Cristina Kirchner par un juge fédéral pour association illicite et administration frauduleuse dans une affaire de corruption. Elle est soupçonnée d'avoir favorisé un chef d'entreprise, Lázaro Báez, dans l'obtention de marchés publics et d'en avoir tiré profit. Le juge a également ordonné le gel de ses biens à hauteur de 600 millions d'euros. En Irak, une journaliste a été enlevée lundi dernier à son domicile de Bagdad. Afra Chaoui al-Kaissi, la victime, a été emmenée par 8 hommes habillés en civil après avoir ligoté son fils et dérobé des téléphones, des ordinateurs portables et de l'argent liquide. Aucune revendication pour le moment et aucune piste particulière n'est annoncée. Les autorités ont ordonné une enquête dans l'un des pays considérés comme les plus dangereux au monde pour les journalistes. Fin de cette édition que vous pouvez resuivre en intégralité en podcast sur les www.usavetv.com. Bonsoir chez vous.